avez le rythme de 24 heures dont on vient de parler, qui dépend de notre température interne. Vous avez un rythme de 12 heures que vous connaissez tous, qui est le rythme de la sieste. En début d'après-midi, aux alentours de 14-15 heures, on a un petit coup de pompe ou un gros coup de pompe. C'est pas post-prandial, on dit toujours c'est après manger. Ben non, même si vous avez. Bon, alors si vous avez mangé beaucoup, ça sera pire. Hein, mais même si vous avez mangé une feuille de salade, une tranche de jambon, vous aurez un coup de barre en début d'après-midi. Parce que vous êtes dans la somnolence post-prandiale. Vous êtes dans le rythme de 12 heures, hein, qui est un rythme du sommeil. Et si vous faites une sieste, il faut savoir que la sieste, c'est 20 à 30 minutes maximum, et toujours avant 15 heures. Sinon, elle va impacter votre nuit qui suit. Alors, les excellents dormeurs qui dorment sur un tas de cailloux, qui n'ont pas de problème de sommeil, s'ils veulent se faire une sieste d'une heure et demie, ils dorment la nuit, ils font ce qu'ils veulent. Mais les gens qui ont des problèmes de sommeil, la sieste, c'est 20 à 30 minutes, et c'est toujours avant 15 heures, sinon vous aurez des problèmes la nuit suivante. Alors ça, c'est le rythme de 12 heures, vous le connaissiez. Par contre, il y en a un que vous connaissez un petit peu moins, c'est le rythme de 4 heures, qui est en fait un reliquat du rythme des nouveau-nés. Vous savez, les nouveau-nés, à terme, ils se réveillent toutes les 4 heures, ils dorment, ils se réveillent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne se réveillent pas pour manger, ils se réveillent parce que quand on est petit, on a une alternance veille-sommeil qui dure 4 heures. Alors bien entendu que nous, on ne va pas dormir toutes les 4 heures. Mais on a, toutes les 4 heures, un petit passage à vide, et ça redémarre. Et on a même un rythme de 100 minutes qui est là, qui est encore plus doux, enfin dont on se rend moins compte, mais qui existe également. Tout ça pour vous expliquer que c'est pas je me lève le matin, j'ai de bon pied bon oeil, et je suis en forme jusqu'au soir. Vous avez des moments où vous allez avoir des coups de barre, et puis des moments où ça va redémarrer, et puis des moments où vous serez un peu moins bien. Et en fait, c'est notre rythme de sommeil qui change absolument sans arrêt. Donc vous avez ici le rythme circadien, 24 heures, hein, et puis vous avez le circasomidien, c'est votre sieste, et puis là-dessus vous avez les petits rythmes de 4 heures qui vous expliquent un peu pourquoi, eh ben, dans la journée, c'est pas complètement linéaire, on va dire, au point de vue de votre forme. Alors bien entendu, le sommeil va changer avec l'âge, hein. Les nourrissons, ils vont dormir plutôt 16 à 17 heures, alors qu'un adulte, il dort 8 heures environ, donc il y a un grand changement qui se fait. Au niveau aussi, je vous ai dit, les adolescents sont plutôt des couche-tard, lève-tard, alors que plus on vieillit, plus on est couche-tôt, lève-tôt. Et souvent, on critique les ados et les jeunes en disant ils se couchent trop tard, ils se lèvent trop tard. Mais vous savez que se coucher trop tôt, c'est pas bien non plus, parce que vous avez après ces creux au milieu de la nuit que les gens ne supportent pas. Et là où ils se plaignent de mal dormir auprès de leur médecin. Donc, l'un n'est pas mieux que l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? Eh bien, quand on vieillit, on a plus de rides, on a plus de cheveux blancs, et on n'a pas le même sommeil. On n'a pas le même sommeil, déjà au niveau de la qualité de son sommeil, puisque vous allez avoir, alors NEIS, chez moi, ça veut dire nombre d'éveils interrompant le sommeil. Quand vous avez 30 ou 40 ans et que vous dormez très bien, vous avez 2 à 3 éveils interrompant le sommeil. Quand vous avez plus de 60 ans, vous pouvez vous réveiller 7 à 20 fois par nuit, de manière normale. Alors, tant que vous ne vous serez pas réveillé 22 fois, n'allez pas voir votre médecin. L'efficacité du sommeil diminue. Ça veut dire quoi? L'efficacité du sommeil, c'est un rapport mathématique. C'est le temps de sommeil sur le temps passé au lit. Quand vous êtes jeune, c'est 95%, 98%. Quand vous vieillissez, vous pouvez aller jusqu'à 70%. Ça veut dire que vous pouvez passer parfois un tiers de votre nuit sans dormir. C'est vraiment quand même très très ennuyeux. C'est pour ça que vous avez une réapparition du besoin de sieste qui se fait pressante parce que vous avez une moins bonne qualité de sommeil. En vieillissant, on fait moins de sommeil lent profond, et ça on ne sait pas pourquoi. Et celui qui dormait 7 à 8 heures, il va plutôt dormir 6 à 7 heures. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est moins on dort bien, il ne faut pas augmenter son temps passé au lit. Je m'explique. J'ai mal dormi la nuit dernière, je me suis réveillée, j'ai passé une mauvaise nuit,
ce soir il est 9 heures, j'ai envie de dormir, j'y vais, ça sera toujours ça de pris. Eh bien non, c'est toujours ça de perdu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous endormir rapidement, et puis effectivement, au milieu de la nuit, vous allez vous réveiller, vous rendormir, vous réveiller, vous rendormir, c'est extrêmement pénible, et le lendemain, vous serez aussi fatigué. Quand on a un mauvais sommeil, il faut passer le moins de temps possible dans son lit pour que le besoin de sommeil soit très fort et que le sommeil soit le plus profond possible et le plus compacté. Je m'explique, vous avez besoin de 8 heures de sommeil, vous êtes dans une phase où vous dormez très mal, vous ne passez pas plus de 7h30 dans votre lit. Moins on dort bien, moins il faut passer de temps dans son lit. Le sommeil, donc en vieillissant, se refractionne à nouveau, c'est ce que je vous disais, donc la sieste c'est ok, mais pas plus de 20-30 minutes. Et on a tendance à faire ce qu'on appelle nous un syndrome de phase, d'avance de phase, c'est-à-dire à se coucher plus tôt. Et il faut absolument, absolument lutter contre ce genre de choses, qui est absolument catastrophique chez les gens qui vivent, les sujets âgés qui vivent dans des EHPAD, où à 8 heures du soir, ils sont tous au lit parce que l'équipe de nuit arrive et qu'il y a 3 fois moins ou 4 fois moins de personnel. Donc à 8 heures, ils sont tous au lit, ils sont devant la télé. Donc effectivement, ils commencent à somnoler parce qu'ils sont fatigués. Et puis après, vers 10 heures, ils vont se réveiller un peu, ils vont se rendormir. Et puis au milieu de la nuit, le sommeil sera fini, ils vont appeler la veilleuse qui va dire celui-là il dort mal, on va lui filer un petit cachou pour dormir le soir. Comme il a une fonction rénale ou une fonction hépatique qui est moins bonne que quand il avait 40 ans, le médicament qui est censé durer 7 ou 8 heures, chez lui il va durer 10 ou 12 heures. Et il va être somnolent la journée, plus il va être somnolent la journée, plus il passera un mauvais sommeil et c'est parti. Donc ça c'est absolument infernal, il ne faut pas se coucher trop tôt. Alors, vous avez tous entendu parler de la mélatonine, bien entendu. La mélatonine, vous savez, c'est une hormone naturelle que nous sécrétons pour pouvoir dormir. Cette hormone, elle est sécrétée dès que vous êtes dans l'obscurité et elle s'arrête d'être sécrétée dès que vous êtes à la lumière. Donc déjà, une première chose, on dort dans le noir. On ne met pas des réveils avec des chiffres comme ça qui se voient, qui se projettent au ciel, qu'on regarde la nuit en disant oh, je me suis réveillé il est 2 heures, oh, je me suis réveillé il est 3 heures, oh, je me suis réveillé il est 4 heures. On met ça sous son lit ou alors on achète un petit réveil comme au bon vieux temps, là, les trucs minables, et au moins voilà. Alors, la mélatonine, elle sert elle favorise le sommeil. Hein. D'abord, elle augmente la propension au sommeil. Et elle diminue la température corporelle. Et maintenant, vous savez tous que quand on a une température corporelle qui diminue, eh bien, on dort beaucoup mieux que quand on a une température corporelle qui augmente. Alors, regardez un petit peu. Hein, quand on a 5 à 10 ans, la quantité de mélatonine que l'on peut sécréter, vous voyez, ici, vous êtes dans la journée. La partie là, boum, vous êtes dans l'obscurité. Quand vous êtes petit, 5 à 10 ans, la grande quantité de mélatonine, on va même marquer jusqu'à 35 ans, et puis on va regarder à partir de 60 ans, regarder la mélatonine que vous sécrétez. C'est pour ça que vous avez tous vu, souvent chez les pharmaciens en tête de gondole, il y a de la mélatonine partout, ce qui est effectivement pas mal, parce que chez les gens par exemple qui n'ont jamais eu de problème de sommeil et qui se mettent à mal dormir, ça peut favoriser le sommeil, ça peut redonner parfois un bon sommeil, dans un contexte où on ne dort pas mal parce qu'on est déprimé, anxieux, etc. Là, ça ne servira à rien. Mais dans un contexte pur de vieillissement où on se met à mal dormir, la mélatonine peut être efficace. Si vous regardez sur les boîtes de mélatonine, sachez qu'il faut prendre au moins des comprimés où la mélatonine est dosée à 2 mg. S'il y a moins de 2 mg, 2 ou 3 mg. Si vous avez moins de 2 mg, si vous avez 1 mg, ça ne vous servira pas à grand-chose. Alors, ici, c'est un petit résumé, en fait, avant de passer à autre chose, un petit résumé de ce qu'est le concept de vigilance et de sommeil. Vous avez donc ici les facteurs chronobiologiques, c'est-à-dire le rythme circadien de la température interne. Hein, on s'endort quand la température descend, on se réveille là, ça va vous donner tendance à dormir. La sieste, ça vous donne tendance à dormir, et les rythmes ultradiens de la vigilance, 4 heures, et celui de 100 minutes. Ça, c'est les rythmes qui vous donnent envie de dormir. Ici, vous avez le facteur homéostasique, le facteur S, on appelle ça.
le temps écoulé depuis la dernière période de sommeil, c'est-à-dire plus vous écoulez de temps entre l'éveil et le moment où vous allez au lit, plus la pression du sommeil augmente. C'est ce dont je vous ai parlé en premier lieu. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire je dors pour récupérer. Et quand je récupère, qu'est-ce que je fais en premier? Je fais du sommeil lent profond, parce que mon cœur a besoin de ce sommeil lent profond, mon appétit a besoin, ma tension a besoin. J'ai besoin de faire du sommeil lent profond parce que je suis fatiguée. Après, qu'est-ce qui vous donne envie de rester réveillé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes réveillé? Vos stimulations internes, votre motivation. Je me lève le matin, j'ai ça à faire qui est sympa. Je vais garder mes petits-enfants, je vais aller au travail, c'est super. Ou je vais aller écouter une conférence, c'est pas mal. Les stimuli externes, votre activité physique. Il faut avoir une certaine activité physique pour bien dormir la nuit. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être je marche simplement. Hein, si vous êtes toute la journée assis dans un fauteuil, c'est sûr que vous allez mal dormir. On sait que les ados sportifs dorment beaucoup mieux que les autres. L'environnement, le bruit, tout ça va jouer aussi sur votre stimuli externe et sur votre sommeil et tendance à l'éveil. Il y a autre chose qui joue énormément sur le sommeil, c'est la lumière. Alors avec la lumière, on peut tout faire sur le sommeil. Hein. On a au niveau de notre cerveau, dans la partie postérieure du cerveau, on a un centre du sommeil, enfin du moins une horloge, qui va se déclencher que si on a reçu une certaine quantité de luxe, c'est-à-dire une certaine quantité de lumière dans les yeux pendant la journée. Par exemple, à l'heure actuelle, les gens qui vivent sous le pôle Nord, là-haut, et qui vivent dans une obscurité, enfin ils ont de la lumière 2 heures par jour, ce sont les plus grands insomniaques de la Terre. Ce n'est pas ceux qui prennent le plus de médicaments, mais ils dorment très mal. On sait par exemple que les Inuits sont des gens qui dorment très mal. Hein. Ils chassent la nuit, ils dorment la journée, ils font tout et n'importe quoi. On a beaucoup de problèmes aussi d'une manière beaucoup plus proche, par exemple, avec des gens qui sont aveugles. Hein. Certaines personnes qui sont aveugles dorment très bien, mais certaines personnes qui sont aveugles dorment très mal, hein, parce qu'ils n'ont pas reçu assez de lumière pour pouvoir déclencher leur sommeil le soir. Chez les gens âgés aussi, parfois, qui vivent, comme on l'a dit, dans des instituts ou qui l'hiver ne vont pas vraiment sortir, le déficit de sommeil, de lumière, va faire qu'ils peuvent avoir un mauvais endormissement. Donc, même les jours où le plafond est très bas, je ne parle pas d'une journée comme aujourd'hui, il a fait très beau, même les jours où le plafond est très bas, où il ne fait pas très beau, il faut le plus possible sortir, toujours le plus possible s'exposer à la lumière naturelle, afin de pouvoir bien s'endormir le soir. Et puis à l'inverse, chez les gens jeunes, qui passent leur vie sur l'ordi, surtout le soir, vous allez pouvoir au contraire retarder l'heure d'endormissement. Parce que les ordis, certains téléphones, les tablettes, quand vous êtes devant comme ça le soir, vous recevez la lumière directement et vous pouvez jouer sur votre centre de sommeil et la lumière vive le soir dans les yeux va retarder l'heure d'endormissement. Donc le problème à l'heure actuelle des jeunes qui sont sur leur PC le soir, ou des moins jeunes, hein, vous avez d'une part le fait que quand vous êtes sur votre PC le soir, soit pour travailler, soit pour être sur les réseaux sociaux, soit pour faire des recherches, vous maintenez votre cerveau à l'état d'éveil, plutôt que de le préparer au sommeil, et en plus, vous avez cette lumière qui va retarder l'heure d'endormissement. Donc si vous êtes obligé d'être sur votre ordi le soir, vous mettez la luminosité au minimum. Par contre, si vous regardez la télé, c'est pas pareil. La télé, elle est beaucoup plus loin. Hein, mais ceux même qui regardent des films sur leur ordi, c'est exactement la même chose. Donc tout ça va jouer sur le sommeil et sur la vigilance. Il y a autre chose aussi chez les gens âgés qu'il ne faut pas négliger, et même chez nous qu'il ne faut pas négliger, c'est également l'alimentation. Vous savez, on nous a souvent dit qu'il fallait avoir un petit déjeuner d'empereur, un déjeuner de roi et un dîner de pauvre. Alors chez les pauvres, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on mange des pommes de terre et des pâtes. C'est pas une blague, c'est que pour avoir un sommeil relativement stable, il faut forcer sur les féculents le soir. Les féculents vous donnent une bonne stabilité du sommeil. Alors je ne vous demande pas de manger les protéines, vous pouvez les mettre le midi, les légumes le midi et le soir, mais essayez chez les gens qui ont un mauvais sommeil de mettre plus de féculents le soir.
Alors, ce qui fait grossir, c'est surtout ce qu'on met dedans, mais le féculent en tant que tel, il va entraîner une glycémie relativement stable la nuit et il va vous empêcher d'avoir beaucoup d'éveil interrompant le sommeil. On sait par exemple que les anorexiques sont des gens qui dorment très mal parce que le soir, ils n'ont pas assez mangé, ils ont des hypoglycémies la nuit et l'hypoglycémie réveille. Donc vous voyez, il y a plein de choses aussi qui jouent sur le sommeil et ça, c'est les grands facteurs qui jouent sur le sommeil. Alors bien entendu, les gens qui dorment mal, bon, si on est jeune, c'est échec scolaire universitaire, les accidents de la route, on les vu, l'absentéisme au travail, les accidents liés au travail, donc, et ça, c'était un peu pour vous réveiller, mais je vois que vous ne dormez pas. C'est mieux le soir, les conférences qu'en début d'après-midi, les gens dorment moins. Et ce que je vous disais tout à l'heure, une dette de sommeil de 4 heures, c'est exactement la même chose que 0,5 g d'alcool. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même au volant de leur véhicule avec des dettes chroniques de sommeil. Donc ça, c'est quand même un petit peu affolant. Bon, ça pour éviter les accidents. Ah ben ça, est-ce que c'est vous, la nuit? Je ne sais pas. J'espère que non, quand même, parce que... Voilà. Alors, on va parler un petit peu des gens qui se plaignent de mal dormir. Qu'est-ce que c'est que mal dormir? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une insomnie? D'abord, moi, je dis jamais insomnie, je mets dyssomnie, ça veut dire qu'on ne dort pas comme on devrait. C'est quand même une plainte qui est très subjective. Vous allez voir votre médecin, vous lui dites j'ai 40, j'ai mal à la gorge, effectivement, vous avez 40, vous avez des points blancs. J'ai une tachycardie, effectivement, il vous fait un électrocardiogramme, c'est bon. Vous lui dites je dors mal, il n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai ou pas. Alors, quand je dis si c'est vrai, attention. C'est pas que les gens mentent, mais c'est que le sommeil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout évaluer. On a tous, à des degrés différents, ce qu'on appelle une mauvaise perception du sommeil. C'est-à-dire, notre cerveau, il va beaucoup plus enregistrer et se rappeler des moments où il a été réveillé que des moments où il a dormi. Vous entendez la cloche à 2h et à 3h, vous dites, vous vous rendez compte, de 2 à 3, je n'ai pas dormi. À 2h05, vous dormiez, et à 3h, effectivement, vous êtes réveillé. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise perception du sommeil et c'est très fréquent. Alors, comment est-ce que votre médecin ou est-ce que votre entourage peut savoir si effectivement vous êtes un mauvais dormeur? C'est en regardant ce qui se passe la journée. Il n'y a pas de gens qui dorment mal et qui passent des bonnes journées. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée si vous dormez mal? Vous avez effectivement des troubles de la mémoire, une altération des facultés intellectuelles. Enfin, il faut quand même faire un ratio avec l'âge. Hein. Si à 90 ans, vous commencez à avoir des altérations de la faculté intellectuelle, il faut quand même aussi rapporter. Voilà. Si vous dormez mal, vous pouvez avoir des altérations de l'humeur. C'est-à-dire, d'un seul coup, c'était quelqu'un qui était assez gai et tout, il se mettait un peu à être dépressif, à être anxieux. C'est peut-être qu'effectivement, il dort mal. Mais attention, c'est peut-être aussi parce qu'il est dépressif et anxieux qu'il se met à mal dormir. C'est l'histoire du serpent qui se perd la queue. Vous dormez mal, la journée, ben oui, vous allez vous mettre à somnoler à chaque fois que vous vous posez devant la télé, à chaque fois que vous vous posez devant votre ordi, à chaque fois que vous êtes en voiture. C'est peut-être qu'effectivement vous dormez mal, ou pas assez. Mais si vous dites je dors mal, mais que la journée, ben non, à part mon petit coup de barre en début d'après-midi, tout va bien, ben ça veut dire sûrement que vous dormez beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Alors après, quand vous allez voir votre médecin parce que vous dormez mal, il faut que vous prépariez votre consultation. Alors d'abord, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est vous allez voir votre médecin parce que vous avez la grippe, une infection quelconque, et puis dans les 30 secondes, au moment où il se lève pour vous dire au revoir, vous lui dites au fait, j'ai oublié de vous dire que je dormais mal. Non, quand on dort mal, on prend une consultation pour le sommeil et on commence à préparer sa consultation. Est-ce que vous dormez mal parce que vous avez des difficultés d'endormissement? C'est-à-dire que vous vous mettez au lit et là, vous n'arrivez pas à vous endormir. Ça peut être le problème d'un anxieux. Ça peut être le problème de quelqu'un qui se couche trop tôt. Ça peut être le problème de quelqu'un qui boit trop de café, qui boit trop de thé. Ça peut être chez les femmes, les hommes en ont aussi souvent, ce qu'on appelle un syndrome de jambes sans repos. Vous savez, ce sont les gens qui, dès qu'ils se mettent au lit ou dès qu'ils sont assis depuis longtemps, ils ont des impatiences dans les jambes, ils ne savent pas comment les mettre, ils les croisent, ils les décroisent, ils se lèvent, ils marchent sur le carrelage froid, etc. Bon. Ou au contraire, je m'endors très bien, mais je me réveille beaucoup la nuit et ma nuit est finie à 5 heures. Une hypoglycémie, je ne dors pas assez le soir, je me couche trop tôt, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou au contraire,
je me couche à 10 heures, je m'endors très bien, je me réveille à 7 heures, j'ai bien dormi, mais je me réveille aussi fatiguée que je me suis couchée. Ça peut être le problème des ronfleurs qui ont des syndromes d'apnée du sommeil. Donc, allez pas chez votre médecin en lui disant « je dors mal », il faut aller chez son médecin et déjà dans sa tête, avoir identifié un petit peu le dysfonctionnement de son sommeil et pas simplement dire « je dors mal » parce que ça, c'est une galère après. Après, vous dormez mal, mais vous dormez mal depuis combien de temps? Vous dormez mal depuis 2, 3, 4 semaines parce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est malade, parce que vous avez des problèmes de travail, des problèmes de famille et tout, mais là, absolument normal que vous dormiez mal. Mais je dors mal depuis 3 mois, 3 ans, 10 ans, et je prends un comprimé pour dormir depuis 3 ans, 10 ans, là, c'est pas normal. Je compare souvent le fait de prendre un hypnotique tous les jours au fait de prendre un sachet d'aspirine tous les jours. Vous avez de la fièvre, vous avez 38,5, vous ne cherchez pas à savoir pourquoi, vous prenez du Doliprane tous les jours. C'est sûr que ça va passer. Enfin, le problème, c'est de soigner pourquoi. Vous dormez mal depuis 3 ou 10 ans et vous ne prenez que des choses pour dormir sans avoir à chercher pourquoi, il y a un problème. Mais ça ne gêne personne. Donc, ce n'est pas un raisonnement. Quand on dort mal, il faut toujours, nous, ce qu'on appelle, c'est-à-dire chercher une étiologie, c'est-à-dire la cause. On soigne la cause, et quand on a soigné la cause, eh bien, le sommeil revient. C'est pour ça qu'il ne faut pas se contenter que de prendre que des petits cachets pour dormir. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on dort mal, on est plus souvent absent au travail. Il faut savoir que l'insomnie, c'est le deuxième facteur prédictif d'absentéisme professionnel, après le fait d'être la mère d'un enfant en bas âge. Donc, dans le monde du travail, le sommeil, c'est quand même quelque chose de très important. Bon, quand on dort mal, on n'est pas content, rien ne va plus. Quand on dort mal, le lendemain, c'est ce que je vous ai dit, on a des troubles de la vigilance, c'est-à-dire qu'on va s'endormir quand il ne faut pas. On a des problèmes de mémoire, on a des problèmes de logique. Vous savez, souvent dans la vie, vous dites je vais faire ça aujourd'hui, comme ça après-demain. Vous planifiez. Quand vous avez mal dormi, planifiez rien du tout, parce que vous mourrez à tous les voyages. Vous avez le lendemain des troubles du jugement, de l'irritabilité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure qui n'est pas marqué là, vous pouvez avoir des problèmes de poids, des problèmes cardiaques, des douleurs quand on est âgé qui sont plus importantes les nuits qui suivent des nuits de mauvais sommeil. On va même jusqu'à avoir un rétrécissement du champ visuel. C'est-à-dire que vous savez, quand vous regardez devant vous, normalement, là moi je ne vois pas mes doigts, ici je vois mes doigts, et bien si j'ai mal dormi, je les verrai que là. Donc vous voyez par exemple un conducteur poids lourd qui est en dette de sommeil, il va avoir tendance à s'endormir, qui voit moins bien sur les côtés, il vaut mieux pas le rencontrer quand même. Hein. Alors les somnifères, vous avez tous compris que je n'étais pas fanat des somnifères. Hein. Alors les somnifères, moi je dis, c'est un passage douloureux. Hein. Vous avez vraiment quelque chose qui ne va pas, vous prenez des somnifères, mais vous n'en prenez pas pendant 10 ans. Hein. C'est juste pas possible ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dormir? Vous le savez maintenant, grosso modo, ce que je vous ai expliqué. Premièrement, réduire son temps passé au lit. Moins je dors, moins je passe de temps au lit. Interdire les couchers trop précoces et en vieillissant, je lutte contre les avances de phase. Je me mets au lit à 9 h en disant que je récupérais. Oh, interdire, je l'ai mis bien entendu, la télévision au lit. On ne regarde pas la télévision au lit. Quand on regarde la télévision au lit, on fait code phare, on somnole, on se réveille, on somnole, on se réveille. On dilue son sommeil et on a un sommeil d'excellente mauvaise qualité. On fait une seule sieste par jour, je vous l'ai déjà dit, de 20 à 30 minutes. On mange, pas comme les Anglais, je ne sais pas comment dorment les Anglais, mais on essaye de manger pas trop tôt et surtout de consommer des sucres longs et des féculents. On évite l'alcool. Bon, l'alcool, c'est un hypnotique merveilleux parce que quand vous avez un peu bu, vous vous endormez comme un bébé. Seulement, vous faites beaucoup moins de sommeil lent profond et vous faites beaucoup de cauchemars, beaucoup d'éveil. C'est pas difficile à comprendre. L'alcool, c'est un bon carburant. Quand vous avez bien bu ou trop bu, vous remontez votre température interne, donc vous ne pouvez pas avoir un bon sommeil. Vous évitez, pour les gens qui dorment mal, ceux qui dorment bien, ils font ce qu'ils veulent. Vous évitez le café, le thé, après 14 h, parce que ça va favoriser également les éveils interrompant le sommeil. Ça va favoriser RLS, donc ça veut dire Restless Leg Syndrome, c'est le fameux syndrome de jambes sans repos. Vous savez, des gens
qui, lorsqu'ils se mettent au lit le soir, ne savent pas comment mettre leurs jambes, se promènent la nuit, etc. On fait le plus possible d'exercice physique ou même de marche ou n'importe quoi dans la journée, parce qu'en fait, pour bien dormir, il faut vraiment qu'il y ait une différence entre la journée et la nuit. Une bonne journée, une bonne nuit. Une bonne journée, une bonne nuit. Si vos nuits ressemblent à votre journée, c'est-à-dire au lieu que l'amplitude de la courbe, elle soit comme ça, si la courbe elle est comme ça, et bien la journée sera mauvaise et la nuit sera mauvaise. Donc on fait de l'exercice physique, etc. On s'expose, c'est ce que je vous ai expliqué, le plus possible à la lumière extérieure. Et puis si on passe une ou deux nuits sans dormir, et ben on dormira mieux la troisième et on ne commence pas à se prendre la tête. Oui, bon, si on dort mal, on se rappelle que le sommeil se calcule sur 24 heures, etc. Si on prend trop de somnifères, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir qu'à partir de 15 jours, 3 semaines, chez beaucoup de gens, les somnifères vont déjà perdre une certaine efficacité. Donc, soit on va augmenter les doses, soit on va en rajouter un petit peu, etc. Donc, il faut savoir aussi que quand vous arrêtez un somnifère que vous prenez depuis plusieurs mois, il faut, si vous l'arrêtez d'un seul coup, si vous faites un sevrage brutal, vous allez avoir au moins 5 nuits sans dormir. Donc vous allez dire, mettons qu'il y ait quelqu'un là qui prenne un truc tous les soirs, va rentrer chez lui, va dire oh là là, l'autre là-bas elle m'a fait peur, je vais essayer d'arrêter mon comprimé. Le comprimé, quand vous arrêtez un comprimé que vous prenez pour longtemps pour dormir, vous le coupez en 4, vous en prenez 3/4 pendant un mois, la moitié pendant un mois, 1/4 pendant un mois, et vous verrez que vous dormez bien. Si du jour au lendemain vous l'arrêtez ou vous essayez de l'arrêter sur 3 semaines, vous aurez un rebond d'insomnie au sevrage. Donc, je parle uniquement des hypnotiques, là des médicaments pour dormir. Je ne vous parle pas des antidépresseurs, je ne vous parle pas des anxiolytiques, ça, après c'est une autre problématique. On est déprimé, on a besoin de prendre des antidépresseurs. On est anxieux, on a besoin de prendre des anxiolytiques. Mais des trucs juste pour dormir, parce qu'on n'arrive pas à dormir, c'est pas vrai, il y a quelque chose d'autre derrière. Qu'il faut soigner avec des médicaments si on est déprimé, qu'il faut soigner avec de la relaxation, avec de la sophrologie si on est anxieux, de la thérapie cognitivo-comportementale, il faut aller chercher un petit peu plus loin que de dire je dors pas, donc je prends un truc, c'est pas j'ai de la fièvre et je prends un Doliprane pour que la fièvre baisse, c'est ridicule. Donc les conditions de travail, c'est pas la peine. Là je parlais des gens qui travaillaient la nuit, etc. Je voulais un petit peu terminer par là où j'ai commencé, c'est-à-dire vous montrer quel est l'effet d'une privation chronique de sommeil. Alors, on va recommencer, on finit là où on a commencé, je vous ai parlé des centres de sommeil, je vous ai dit que dans un centre de sommeil, on faisait des enregistrements de nuit, et puis on fait aussi ce qu'on appelle des tests de vigilance, c'est-à-dire que toutes les 2 heures, on met les gens au lit dans des conditions propices pour qu'ils s'endorment, et on leur dit, essayez de vous endormir. Et là, on regarde combien de temps ils mettent à s'endormir. C'est normal, c'est pas normal, etc. Et on fait ça à plusieurs reprises dans la journée. Alors, vous allez regarder la petite courbe bleue qui est en haut. La petite courbe bleue qui est en haut, c'est Madame Cadieux, par exemple. Elle a besoin de 8 heures de sommeil. On l'enregistre le lundi matin. Elle a dormi toute la semaine d'avant 8 heures. Elle va bien. Et on l'enregistre le lundi matin. Vous voyez, quand on la met dans des conditions propices pour dormir, à 9 heures du matin, elle met environ 17 minutes. Là, j'ai mis 15h30, c'était plutôt 15h. Aux alentours de 15h, c'est là qu'elle met le moins longtemps parce que c'est un petit coup de sieste en début d'après-midi. Elle met plutôt 13 minutes. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, en fin d'après-midi, tout le monde pète la forme et elle met entre 18 et 20 minutes pour s'endormir. Ça, on l'avait enregistré le lundi matin. Elle avait besoin de 8 heures de sommeil et ça faisait une semaine qu'elle dormait 8 heures. Le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le jeudi soir, au lieu de dormir 8 heures, elle va dormir que 7 heures. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé 1 heure de sommeil, ce qui n'est pas grand-chose. Et on l'enregistre à nouveau le vendredi matin. Et le vendredi matin, vous regardez la courbe là qui est rose-mauve, et regardez là où elle mettait 17 minutes à s'endormir, elle met 5 minutes, et en début d'après-midi, là où elle mettait 13 minutes à s'endormir, elle met 3 minutes.
C'est-à-dire que ici, comme je vous disais tout à l'heure, si c'est un camion 15 tonnes sur l'autoroute, il vaut mieux pas être en face. Et là, je parle de quelqu'un qui a eu simplement 1 heure de sommeil en moins pendant 4 jours. Ce qui est rien du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du travail qui se mettent en dette chronique de sommeil, quasiment volontairement. Parce que le soir, je rentre, il faut que je fasse faire les devoirs des enfants, il faut que je prépare le repas, il faut que je prépare les affaires des enfants demain. Puis vous comprenez, quand je rentre à 6h30, 7h, si je me couche à 10h, eh ben je fais que ça, de dormir, parce que je me lève à 6h et tout. Alors il y a, voilà, il y a ceux qui veulent passer trop de temps à dormir, et puis ceux qui ne veulent pas passer assez de temps, parce qu'ils ont l'impression que sinon ils ne font rien à côté. Mais si on est né pour dormir 8 heures, on ne peut pas dormir 7 heures sans que c'est de retentissement sur la santé. Donc ça, c'est également très important. Donc voilà, moi je vais conclure, donc au bout d'1 heure, pour vous dire ce que vous saviez déjà, c'était que le sommeil était indispensable à la vie, indispensable à votre équilibre physique, hein, on a vu, les fonctions cardiaques, le poids, la tension, la vigilance, enfin pas l'intelligence, la mémoire, on va dire. Physiquement aussi, vous ne pouvez pas récupérer correctement, vous êtes un petit, vous ne dormez pas assez, vous allez être plus petit en taille et en poids que vous devriez. Donc, le sommeil est absolument indispensable sur tous les plans. Ce n'est pas du temps perdu. Il ne faut pas dormir moins, il ne faut pas dormir plus. Il faut dormir in medio veritas. Voilà, j'ai terminé.